Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Cameroun, ONG en Afrique, médias africains, actualité en France et pour finir, Europe, crise des migrants. Tout de suite, actualité au Cameroun. Parce que le Lamido de Marouane a fait un voyage spécial. Arrivé à Yaoundé, m'a fait appel et il m'a dit, je répète exactement qu'il m'a dit, qu'Afrique Média est le principal canal par lequel la communauté de l'extrême nord est au courant de ce qui doit être fait et des efforts que le gouvernement fait. Le président de la République avait prescrit aux élites d'aller parler aux populations dans le sens de la collaboration et surtout d'être en sûreté et en sécurité. Il m'a avoué qu'aucune élite de cette région, parce qu'ancrée dans des questions de vol, de promiscuité avec les politiques politiciennes, ne peut parler, même quand elle a de bonne foi, à ces jeunes enfants. Et que chaque fois que la partie Haoussa et Arabe d'Afrique Média faisait son débat, on faisait un effort pour réunir les enfants dans la cour ou dans les places ouvertes pour qu'elles suivent les messages d'assurance que les débatteurs et les partis d'Afrique Média donnaient, qui leur permettaient de savoir qu'elles sont protégées, elles sont en sécurité. Il suffit seulement d'être vigilant. Tout à fait. Dès lors qu'ils se sont rendus à l'évidence, et les proximités et les hasards sont dangereux. Parce qu'il y a des hasards qu'on a pu constater. Oui. Pourquoi chaque fois que Afrique Média a été frappé et a fermé la bouche 2 minutes, on a constaté que les populations avaient un réel problème. Donc elles estiment que oui, si elles n'ont plus ce canal par lequel elles pouvaient permettre de faire passer des messages, qu'à tout le moins, l'ensemble du corpus social, économique et politique du pays joue franc jeu. Parce que l'heure est grave. Malheureusement, ce sont les populations qui ont un problème. Entre-temps, d'autres piliers de communication parlent aux populations. Et leur parlent le langage de ce qui vous arrive. C'est parce que le pouvoir de Yaoundé ne vous a pas construit des routes. C'est parce que le pouvoir de Yaoundé n'a pas donné 150 ministres. C'est parce que le pouvoir de Yaoundé ne respecte pas les homosexuels. Alors qu'il y a un autre langage que nous on parlait aux populations. Donc nous pensons que face à ce qui nous arrive, il y a de fortes chances, comme l'avait dit quelqu'un un jour, je crois que ça devait être le président tchadien, ne vous en faites pas, quand ça pleut chez le voisin et que vous en riez, il y a de fortes chances qu'à la fin de la pluie, c'est votre eau qu'on vienne boire. Cameroun a donc intérêt aujourd'hui à comprendre qu'il y a certaines mesures qu'il faut prendre avec fermeté. Il y a certaines mesures, comme on l'a pris ici au Tchad, pas de port de burqa, pas de troupement à partir de 22 h, fouiller systématiquement ceux qui vont à l'école et ceux qui font un certain nombre de choses. Ce qui ne veut pas dire que les populations ne sont pas en phase avec les institutions de la République. Elles ont seulement un problème, c'est l'intérieur. Donc on n'est jamais sûr de sa bonne foi quand il vous parle. Merci François Dicon. Tout de suite, ONG en Afrique. Nous nous rendons compte ces derniers temps que nous avons un certain nombre de médias, n'est-ce pas, ou alors d'organismes, comme le Human Rights Watch, des ONG pour être clair, n'est-ce pas, qui viennent nous perdre un peu le temps, qui perdent le temps au gouvernement. Et je pense, comme François l'a dit, que le gouvernement ne devrait même pas réfléchir, n'est-ce pas, à ce genre de choses, parce que tous les Camerounais aujourd'hui soutiennent le gouvernement. Mais pour reprendre un peu le ministre de la Communication au Cameroun que j'ai suivi il y a cela 2 jours, qui donnait un point de presse d'ailleurs dans ce sens-là. Est-ce que si le gouvernement s'était tué, on n'aurait pas aussi dit qu'il ne dit rien consent? Oui, c'est vrai, mais on ne doit pas, parce que si vous savez, quand le ministre de la Communication prend la parole, chez nous, ça veut dire que quelque chose est très grave. Je crois qu'il ne faut pas donner autant d'importance, n'est-ce pas, à ce genre de rapport. Parce que je suis persuadé. Mais quand on connaît aussi l'impact de la parole de ce genre de médias, est-ce qu'on ne devrait pas, un temps soit peu, s'y atteler, essayer de voir ce qu'il y a? Vous savez, quand ça s'est passé ici au Tchad, et qu'on a arrêté un certain nombre de... moi, je suis au Tchad depuis, et qu'on a arrêté un certain nombre de Boko Haram, on les a jugés, et on leur a fait exactement ce qu'ils font aux autres. C'est-à-dire, on les a exécutés, et c'est passé. Et je crois qu'il faut prendre un certain nombre de mesures. Continuer à garder ces gens signifie que eux ils tuent et eux on les garde. Et c'est ce que les ONG veulent, c'est-à-dire qu'on les garde, que nous continuons à dépenser notre argent pour les entretenir et en même temps qu'ils tuent
nos parents, et je suis persuadé que personne de ces ONG n'a quelqu'un au nord. Personne de ces ONG. Si ces ONG avaient quelqu'un, si un jour Boko Haram se décide à chercher les responsables de ces ONG et à tuer les membres des familles de ces ONG, on n'aurait pas ce genre de rapport. Et si le Cameroun ne gardait pas ces gens-là, n'est-ce pas? Parce que quand on les garde, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils sont pas bien nourris, on devait leur donner le caviar, on devait leur donner ceci, on devait les amener au tribunal en voiture, ils ne devaient pas aller à pied, au niveau même de la prison, on devait les caresser dans le sens du poil. Un très bon traitement. Quelqu'un qui vient de tuer sans même regarder, les yeux fermés, vous pensez que ces gens, moi je ne suis pas pour qu'on condamne les gens à mort. Mais quand quelqu'un vient de tuer, vous ne pouvez pas, en plus du fait qu'on l'a arrêté, nous demander qu'on le caresse, nous demander qu'on le garde dans des conditions qui sont, par exemple, les miennes, moi qui suis libre et qui ne tue pas. Je dis non. Je dis le gouvernement ne doit pas passer le temps. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi aujourd'hui on a créé le TCS pour les gens qui ont volé. Je crois qu'on doit trouver aujourd'hui, n'est-ce pas, un autre tribunal uniquement pour ces gens-là, pour ce genre de pratique. Quelqu'un qui met les bombes sur lui pour tuer les innocents. Et comme ça, je crois que les Human Rights Watch ne vont plus, n'auront même plus le temps de parler. Merci à vous, Nguenaï. Alors, tout de suite, Médias africains. On est dans un monde où il y a des rapports de force politiques, économiques, idéologiques, etc. Et donc, les médias sont devenus, comme l'a dit M. Luc Michel tout à l'heure, les médias sont un outil dont se servent certains États qui peuvent se le permettre. Ils peuvent acquérir carrément des organes de presse, etc., pour faire dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc maintenant, comment contrecarrer cette pensée unique, donc cette dictature de la pensée unique? Moi, je pense que déjà l'Afrique devrait, comme il s'agit de l'Afrique devrait faire émerger, favoriser le développement de médias qui puissent venir donner une autre version donc, de l'histoire, comme on le dit. Et donc, voilà, je pense que... Et cela peut se faire par quels moyens? Vous avez parlé de développer le média. Oui. Est-ce que vous ne revenez pas là à ce qu'on a appelé le paternalisme peut-être de ces multinationales ou des États en Occident qui s'accaparent véritablement un certain nombre de médias et qui demandent à ces médias de ne dire que ce que ces États veulent? Justement de favoriser un certain nombre de financements, parce qu'on a parlé de financement, et le financement c'est la base de tout, de favoriser, de diversifier les financements, d'aider certaines sociétés de l'information, certaines entreprises de l'information en Afrique, en les finançant, pour qu'elles n'aient pas à accepter de l'argent venant de l'extérieur, etc. Donc favoriser par le financement d'abord, parce que c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Tout de suite, actualité en France. Il y a un petit groupe qui joue entre soi, qui a décidé d'être au-dessus des lois, dans cette impunité absolue, qui a vendu à la classe moyenne et à la classe la plus pauvre qu'il n'y a plus d'argent, que c'est la crise, qu'il faut se serrer la ceinture. Il manque 60 à 80 milliards par an, et moi je suis intimement convaincue depuis 2009 que tout ça c'était un concept qui avait été inventé. Après la frontière serbe, c'est à la frontière croate que la Hongrie construit un mur. La situation d'urgence face à la déferlante migratoire a poussé Budapest à autoriser l'utilisation d'armes contre les clandestins. En plein sommet extraordinaire sur la question migratoire, le décalage entre les politiques des États européens se creuse donc toujours plus. Éternel serpent de mer de la politique française, les statistiques ethniques refont surface dans les débats. Alors que François Fillon y semble favorable, Marine Le Pen reste mesurée, tandis que la gauche crie au scandale. Et pour finir, Europe, crise des migrants. Des réfugiés affluent toujours en masse vers l'Europe et surtout vers l'Allemagne, et leur gestion devient de plus en plus difficile. Pendant que les médias chantent les louanges de la chancelière allemande Angela Merkel pour la prétendue efficacité de sa gestion de la crise des réfugiés, nous allons y jeter un coup d'œil pour savoir si cela fonctionne vraiment. Aujourd'hui, nous avons reçu le témoignage d'un bénévole qui vit la problématique des flux de réfugiés en première ligne.
Ce témoignage nous encourage à mettre la politique d'immigration actuelle sous la loupe, car ce n'est que si nous comprenons la problématique à fond que nous pourrons réellement aider les personnes en détresse et leur donner une perspective d'avenir. Le bénévole a vécu la chose suivante dans une grande ville d'Allemagne. Je me trouve en plein milieu des nouveaux arrivants en fuite. Partout, il y a des bénévoles qui approvisionnent les réfugiés en nourriture et en boissons et essayent d'aider là où ils peuvent. Les réfugiés sont examinés par des médecins pour voir s'ils ont la gale ou des poux et ils sont répartis en conséquence dans les logements de secours. L'approvisionnement médical fonctionne très bien. Le premier dépistage se passe sans heurts. Mais on se sent abandonné par le gouvernement. À cause de la bureaucratie, le réapprovisionnement en médicaments dure souvent très longtemps. Mais les médecins font de leur mieux. Après le premier examen, les personnes sont dirigées vers les différents logements de secours. Là-bas, elles sont recensées personnellement. Mais trop de réfugiés arrivent d'un seul coup et la gestion des nouveaux arrivants devient incontrôlable. Par moments, les responsables sont tellement dépassés qu'ils renoncent à recenser tous les nouveaux arrivants. Les personnes dans les logements ne peuvent alors même plus être surveillées correctement et le week-end dernier, par exemple, il nous est arrivé que le soir, environ 2500 personnes ont été amenées à des logements de secours. Mais dès le lendemain matin, il y avait environ 1000 personnes en moins. Sans les bénévoles, ce serait un chaos encore beaucoup plus grand. Cet exemple montre clairement ceci. Alors que la population bien disposée apporte un grand secours bénévole, la politique échoue de façon évidente dans la pratique, car les frontières ont été ouvertes avant même qu'une infrastructure adéquate ait été mise en place pour la gestion des flux de réfugiés. Les trains de réfugiés entrent dans les villes avant que celles-ci soient équipées pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Les problèmes et l'escalade sont ainsi programmés d'avance. Toute la coordination allemande devient de plus en plus difficile et chaotique, mais la politique et les médias informent à peine la population sur cela. Mais pourquoi? Les citoyens bienveillants et ignorants sont-ils intentionnellement trompés et induits en erreur, tout comme les réfugiés qui cherchent de l'aide en Europe? Comment la bienfaisance va-t-elle évoluer quand les flux de réfugiés ne s'interrompront plus, que la force portante s'épuisera entièrement et que le manque, le chaos, le mécontentement et le désarroi seront sans limite? Nous posons surtout la question de savoir si tous ces flux de réfugiés qui s'intensifient et le chaos qui en résulte étaient vraiment imprévisibles. En quelques semaines, c'est maintenant presque des milliers de réfugiés par jour qui viennent en Europe et surtout en Allemagne. Est-il vraiment possible que personne n'en ait rien su et que personne n'aurait pu mettre en place des mesures en conséquence? Comment expliquer, sinon que justement en Allemagne, les politiques, la machine bureaucratique et les autres autorités soient tellement pris au dépourvu et débordés? Et quelle est la raison pour laquelle il y a quasiment du jour au lendemain une telle augmentation de l'enregistrement des demandeurs d'asile? Comme réponse à ces questions, nous vous proposons notre documentaire « La guerre par instrumentalisation » du 19 septembre 2015, ainsi que toutes nos autres émissions sur la problématique des réfugiés. Ces émissions appellent à creuser la véritable cause de cette situation actuelle avec les réfugiés, qui a été préparée de longue date et amenée de manière ciblée. Pour pouvoir agir au cœur de la problématique des réfugiés, il faut reconnaître derrière tout cela la stratégie du chaos global visant à engendrer la déstabilisation de l'Europe en faveur de la domination américaine. C'est seulement en comprenant cela que nous pouvons vraiment aider les réfugiés qui viennent chez nous. Notre prochaine émission montre aussi des solutions concrètes pour sortir de la crise et des réfugiés. Restez donc avec nous. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.